Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une écrivaine, Laura Abou, pour son très joli roman « La baguette et le miel », paru aux éditions Caplume. Laura Abou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce roman. Alors, un roman pour lequel vous êtes lauréate du prix du roman régional du Lions Club. Expliquez-nous. C'est une surprise, effectivement, je l'ai appris il y a une quinzaine de jours. C'est un prix qui est régional et du coup il concourt maintenant au prix national où on aura les résultats courant du mois de mai. Alors, c'est votre premier roman, donc déjà un joli succès d'estime. Je voulais vous dire que j'avais adoré lire ce roman parce que vous avez une écriture fluide, une écriture magnifique, un niveau de langue important et ça m'a beaucoup touché tout ça. C'est-à-dire que c'est un roman aisé à s'approprier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai essayé d'écrire un roman comme moi j'aime aussi lire, en tant que lectrice. Oui. C'est-à-dire avec un maximum de chapitres courts, des alternances avec des dialogues, des descriptions, etc. pour qu'il y ait un rythme qui donne envie effectivement de le finir rapidement. Alors, c'est un roman qui se passe alternativement entre deux périodes. On passe de 1961 à 2012 selon les chapitres. C'est une histoire, on va essayer de pas trop dévoiler ni la fin ni rien, Laura, mais voilà, ça se passe dans une famille d'originaire algérienne, une famille juive, et c'est un peu un retour aux racines de la part d'une des filles de la famille qui va partir sur le chemin des racines de ses parents en Algérie. Est-ce que je résume bien l'histoire ? Très bien, Lise, très très bien. Est-ce que vous-même vous y êtes allée ? Non, moi j'ai pas eu la chance d'y aller, mais c'est un projet que j'aimerais bien mener à son terme un jour. C'est l'histoire effectivement d'une jeune femme qui s'appelle Alice et qui, au décès de son père, va avoir envie de découvrir un mystère sur lequel elle tombe, voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, elle démarre un voyage initiatique et donc on suit alternativement Alice, donc en 2012, mais entre deux lieux, entre la France et l'Algérie. Puis Simon, son père, en 1961, donc quand lui-même était un tout jeune homme, en fait. Et évidemment, tout ça sur fond historique de guerre d'Algérie, départ pour la France. Donc, ça mêle un petit peu de l'histoire et de la fiction. Oui. Pourquoi avoir choisi ce thème de la guerre d'Algérie ? Vous-même, vous êtes d'origine algérienne, vous en avez beaucoup entendu parler ? Moi, je suis née en France, mais mes deux parents sont originaires d'Algérie. Ma mère d'Oran et mon père plutôt du sud de l'Algérie, vers Colombéchar. Et j'ai des parents assez âgés. J'ai un papa qui a presque 90 ans. Ah oui. Toujours, dans tous les repas, dans tous les événements, il y a toujours une espèce de nostalgie un peu des histoires de famille. Donc je trouvais que c'était un joli écrin à donner, en tout cas en fond, à cette histoire. Et puis après, d'un point de vue plus personnel, je trouve que c'est une communauté, les Pieds Noirs, et une période dont on parle assez peu, oui. sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de connaissances, qui n'est pas toujours bien vue. Et je trouvais intéressant de donner une image aussi un peu plus chaleureuse et plus joyeuse, en fait, de cette tradition et de cette culture. Alors, vous êtes né à Lyon en 89, vous êtes passionné de lecture, de voyage, de fiction. Vous êtes la maman de 2 petits garçons. Comment est-ce que la famille a pris ce roman, en fait, qui les concerne quelque part ? Ma famille était super contente. C'est un projet que j'ai nourri depuis... j'ai toujours souhaité écrire un livre, mais c'est un projet qui s'est concrétisé, on va dire, dans les 2-3 dernières années. Avant de le publier, je l'ai fait lire à mes proches, donc mes parents, mon mari, pour être sûr qu'il n'y avait pas des choses qui pouvaient les heurter. Après, on est sur une fiction, donc même s'il y a quelques passages qui peuvent être inspirés ou des recettes, des choses comme ça, de quelque chose de vrai, la majorité du roman est bien sûr une fiction, donc c'était surtout pour eux beaucoup de fierté, je pense, et puis
et puis de la joie pour moi d'être allée au bout de ce projet. Alors, j'ai imaginé que pour décrire les paysages algériens comme vous l'avez fait, j'ai imaginé que vous y étiez allé. Comment est-ce que vous avez travaillé? On m'a souvent dit ça, c'est marrant, c'est dans les retours des lecteurs, c'est souvent ce qui Oui, revient. oui, parce que c'est très authentique. Vos Oui, descriptions sont très j'ai touchantes et très authentiques. j'ai essayé de m'inspirer des voyages que j'ai pu faire, notamment un voyage que j'ai pu faire au Maroc, où j'ai essayé de me projeter un petit peu dans ces ambiances-là. Et puis après, j'ai fait énormément de documentation, c'est-à-dire j'ai regardé beaucoup de documentaires d'époque, de films d'époque, en essayant d'être la plus fidèle possible en fait à la réalité historique, parce que je trouve que même quand on écrit un roman, même si c'est une fiction, on a une sorte de Bien responsabilité. sûr, oui. Et du coup, ça me tenait à cœur que les voitures que j'évoquais, les tenues qui étaient portées, enfin, que ce soit réaliste et plausible. Donc, il y a eu un Et, gros travail de documentation. et même par rapport à l'armée française en Algérie, ce que vous en dites me semble quand même très réaliste par rapport à ce que j'en sais. Alors, c'est vrai que c'était pas forcément la partie la plus évidente Mais d'avoir des oui, infos sur. Donc, j'ai écrit aux Archives de France. Enfin, j'ai essayé de documenter un maximum parce que moi, j'adore lire des romans historiques, par exemple, et je trouve ça intéressant d'apprendre aussi des choses quand on lit, qui est pas forcément cette notion de plaisir. Et donc, du coup, je voulais pas dire des choses qui étaient fausses. Donc, quand j'étais pas sûre ou quand j'ai pas pu vérifier, j'ai préféré rester un peu vague et pas forcément rentrer dans le détail. Et du coup, ce qui est écrit, c'est normalement vérifié et documenté. est-ce que vous avez l'impression que La baguette et le miel, c'est un roman historique? Ou plutôt un roman d'amour? Parce qu'il y a Je une belle dirais qu'il est histoire un peu d'amour. entre les deux. Oui, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié aussi, Oui, des histoires même de relations finalement entre les personnes, oui, de euh, fratrie, etc. de fratrie. Ouais, c'est plutôt pour moi un roman en tant que tel, pas forcément un roman historique, mais un roman où la petite histoire rencontre la grande histoire. Mais oui, Et où les bien sûr. personnages sont influés par ce qui se passe au niveau géopolitique notamment, et qui du coup ont un impact direct sur leur vie personnelle. Bien sûr. Alors, j'ai envie de lire un petit extrait très court, mais pour qu'on voit, pour qu'on entende, pour qu'on voit votre style, si vous permettez. Alors, c'est le Bien sûr. deuxième chapitre, Lyon, France, novembre 2012. Les sons caractéristiques des matins de semaine se faisaient entendre. Le bruit saccadé des volets manuels qu'on remonte, les freins crissants des voitures qui ralentissent au feu, l'aboiement d'un chien. Alice se réveillait en douceur, savourant avec délice les quelques minutes qui précédaient le rugissement de son alarme. Elle fut tirée de sa langueur par la sonnerie de son téléphone qui affichait le prénom de son frère aîné, ce qui l'inquiéta à une heure aussi matinale. Elle décrocha prestement avec la voix rauque et la gorge sèche des débuts de journée. On y est. On y est, et à la fois dans votre description des scènes en Algérie, des scènes à Lyon, on y est, c'est vraiment, vous avez un art descriptif. On vous l'a dit? Non, on me l'a pas dit, mais merci beaucoup. Non, c'est vrai. Bah, Euh, écoutez, c'est évident, hein, avec, par exemple, avec l'extrait que j'ai choisi. j'ai essayé de faire quelque chose qui soit en mouvement, donc Oui, qu'on arrive en fait à accompagner les personnages. Moi, c'est ce que j'aime aussi presque quand on ferme un livre, d'avoir l'impression d'avoir quitté des personnes réelles. Et je pense que ça se joue aussi dans le détail, dans les descriptions, dans les dialogues, dans les émotions qu'on peut ressentir. Et puis la narration à la troisième personne, elle aide aussi pas mal à ça, parce que ça permet d'avoir un point de vue un peu extérieur sur la situation et donc de décrire l'ensemble. Et que la narration au niveau du jeu, elle est peut-être plus subjective. Donc effectivement, ça favorise le côté descriptif. oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous a déjà dit de ce roman qui vous a fait plaisir ou indigné? Alors je pense que le message qui m'a le plus touchée, c'est assez fou parce qu'il y a plein de gens que vous connaissez pas qui vous écrivent des petits mots sur les réseaux, par exemple.
Et c'était une dame, je pense entre 50 et 60 ans, qui me disait qu'elle avait une maman donc malheureusement handicapée qui pouvait plus parler, mais qui était arrivée en Algérie, voilà, à cette époque-là, dans son adolescence. Et, et elle m'a dit, bah, grâce à votre livre, j'ai l'impression de la connaître un peu mieux, de connaître un peu mieux son histoire, et Mais que oui. même si j'ai pas pu de mon vivant lui poser toutes ces questions. Donc voilà, c'est des messages voilà, super touchants. De pouvoir se dire qu'un livre puisse toucher quelqu'un voilà, dans son histoire personnelle alors qu'on ne se connaît pas. Et... Alors, il y a un beau descriptif, justement, par exemple, des plats traditionnels algériens, juifs et arabes qui se retrouvent. On se retrouve au milieu d'un patrimoine commun, on va dire culinaire. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, bah, je trouve qu'effectivement, la cuisine, les repas, les réunions, c'est des choses qui rassemblent. Moi, ce que j'ai essayé, puis partager un repas, c'est vraiment peut-être l'expression même du fait de rassembler des gens. Oui. Et ce qui me tenait à cœur dans ce livre, c'était d'appuyer sur les choses qui nous rassemblent plutôt que sur celles qui nous séparent. Et je trouvais que la cuisine et les traditions culinaires étaient un bon moyen d'exprimer ce sentiment-là. Bien sûr. Une dernière question. Vous vivez à Lyon. À un moment dans le livre, Alice, alors vous n'êtes pas Alice tout en l'étant, bien sûr, dans le livre, vous dites qu'il faut que vous alliez plus loin dans la découverte de votre ville. Enfin, Alice se dit ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait après l'écriture de La baguette et le miel ? Eh ben, en partie, on essaye avec mon mari et mes enfants, voilà, d'explorer un petit peu plus notre ville, l'histoire de la ville aussi, qui est une superbe histoire. Mais on a encore plein de choses à découvrir, je pense, au niveau historique notamment. Alors, Laura Abou, La baguette et le miel, paru chez Caplume. On vous souhaite une bonne journée à Lyon et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. On vous souhaite tout le succès que vous méritez avec ce beau roman à lire absolument. Au revoir, merci. Au revoir, merci Lise. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Gutmann. Samuel Le Joyeux, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise Gutmann. Alors Samuel, beaucoup de choses à évoquer avec vous ce matin. On va commencer par parler d'un événement qui a eu lieu et qui prête vie à de nombreux commentaires. J'évoque bien sûr la soirée des Césars, mais aussi un événement artistique qui va avoir lieu ou pas avec Israël. Il s'agit de l'Eurovision et vous souhaitiez évoquer les deux en parallèle. Exactement, c'était important pour moi de mettre ces deux événements finalement en résonance parce que le problème finalement est similaire et si cela nous révolte tant, c'est qu'il correspond finalement à ce que les Juifs et particulièrement les étudiants juifs d'ailleurs vivent et ont vécu dans leur quotidien depuis le 7 octobre. Ce que je disais, c'est que depuis le 7 octobre, l'une des choses qui a été le plus difficile à vivre dans les universités, ça a été cette forme de censure qui a été mise en œuvre sur la possibilité d'exprimer sa tristesse, sa colère aussi, face à ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Je pense par exemple à cet étudiant qui mettait des affiches appelant à des manifestations pro-palestiniennes au-dessus des visages des otages collés sur le campus. Toutes ces personnes qui ont exprimé simplement leur solidarité vis-à-vis des victimes israéliennes et à qui on a dit « Ah, mais en faisant ça, vous êtes les complices de l'antité sioniste, etc. etc. »
cette forme-là d'antisémitisme qui se caractérise par ce que j'appelle véritablement une censure de notre faculté en tant que juifs et s'agissant des Israéliens en tant qu'Israéliens, d'exprimer une tristesse. C'est finalement la seule fois où dans un conflit, ou surtout face à un attentat, face à un tel massacre, il y a cette impossibilité pour les victimes d'exprimer pleinement leur tristesse. Est-ce que Samuel, ça, c'est terrible. Samuel, vous avez en fait l'impression qu'on nous a volé notre deuil? Non, on ne l'a pas forcément volé parce qu'on se bat pour l'avoir. Et c'est ça oui, mais on est obligé. Normalement, un deuil, normalement, on ne se bat pas. On veut l'effacer. Est-ce qu'on nous l'a volé ou pas? C'est une autre question. Oui. De toute façon, ce qui fait qu'on nous a volé notre deuil, c'est le fait que nous glorifions la vie. Il y a encore des otages, donc le deuil ne se fera de toute façon. On ne sait que dans un deuxième temps. Non, mais certes, oui, on veut nous voler notre deuil, on veut effacer notre faculté d'exprimer notre peine, et ça accentue le traumatisme. Et pour en revenir à ce qui est le sujet de départ, c'est exactement la même chose qui se fait au César. C'est-à-dire que, oui, d'exprimer sa solidarité avec Gaza, avec les Palestiniens, c'est de bon ton, et donc chacun est libre, voire même se force et s'oblige à le faire. En revanche, d'exprimer son deuil, d'exprimer sa tristesse vis-à-vis des victimes israéliennes, d'exprimer sa solidarité vis-à-vis des otages, ça, il y aurait une sorte de censure, il y aurait une sorte d'interdiction. Ça, c'est terrible. L'Eurovision, pour moi, c'est pire encore. C'est pire encore. On nous dit, cette chanson, elle est politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on parle de la chanson d'Israël sur Absolument. le 7 octobre. Hein. Absolument, où la chanson a notamment ces paroles de tristesse face à la pluie d'octobre. C'est une chanson, j'invite chacun à regarder les paroles. C'est une chanson tout à fait poétique, imagée, qui ne dit même rien finalement frontalement contre le Hamas, encore moins contre les Palestiniens. C'est l'expression d'un deuil. J'aimerais quand même rappeler plusieurs chansons qui ont été récemment à l'Eurovision. Une chanson ukrainienne qui parlait de la guerre en Ukraine. Oui. En France, il n'y a pas si longtemps, une chanson « Merci » qui était une chanson de soutien aux migrants. C'est très bien de soutenir les migrants. Donc soutenir les migrants, ça passe, c'est pas politique. Exprimer sa tristesse vis-à-vis du 7 octobre, ce serait politique. Mais où va-t-on? Quelle est cette étrange société où, encore une fois, la seule expression de sentiment qui serait interdite, c'est celle des Juifs face à leur deuil. Ça m'est absolument insupportable. Et s'il n'y avait finalement que dans ces endroits, on pourrait dire non, mais c'est ce petit entre-soi qui a finalement si peu d'intérêt. Mais non, si ça nous énerve autant, si ça m'énerve autant à titre personnel, c'est que je sais que ça ne fait qu'accentuer un sentiment que presque chaque juif a eu au quotidien en devant se retenir dans son travail, dans son école, dans son université, parce que on doit se retenir de dire qu'on est triste au motif qu'on serait finalement assimilé, non pas à des victimes, mais à des bourreaux. Et ça, c'est absolument insupportable. Tout à fait. Alors, Samuel Lejoyeux, malgré cette période de tension qu'on vit tous, des Shabbatotes sont prévus avec les étudiants, d'abord juifs européens et ensuite un autre Shabbat du 8 mars. Alors, tout d'abord, le Shabbat avec les étudiants européens, c'est où et quand? Alors, eh bien, en effet, donc ces 2 prochains Shabbats, l'UEJF propose des moments de débat, d'échange, de rencontres qui font du bien. Parce qu'effectivement, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, quand justement c'est difficile, quand on nous empêche d'exprimer nos sentiments, c'est important, évidemment, de se retrouver, de discuter avec d'autres, avec des personnes finalement nouvelles. Le premier Shabbat, ça se passe à la Victoire, ce vendredi soir, Oui. à la grande synagogue de la Victoire, et ce sera effectivement un Shabbat exceptionnel puisque
seront présents juste ce week-end à Paris les responsables de l'Union des étudiants juifs européens. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura des leaders juifs étudiants de toute l'Europe. Donc, en fait, des collègues à vous, des gens que Absolument. vous connaissez. J'imagine que vous en faites partie, bien entendu. Évidemment, on en fait partie. Oui. La présidente, par ailleurs, est une ancienne militante de l'UEJF et française, Emma Halali, et je salue son travail formidable dans la période. Et effectivement, ce moment, ce Shabbat, il sera, à mon avis, important parce qu'il permettra justement un peu de partager ses sentiments, de partager ses réalités, de partager de possibles solutions aussi. Donc voilà, ça se passe à la Victoire pour cet échange européen finalement avec des responsables allemands, belges, italiens de toute l'Europe. Donc ça va être un grand moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire, Samuel ? Et comme d'habitude, on va sur la page Instagram de l'UEJF et il y a évidemment toutes les informations. D'accord. Donc c'est important, la page Insta de l'UEJF pour s'inscrire et pas à la grande synagogue, pas à la Victoire. Vous pouvez aussi. On peut aussi. Oui, d'accord. Oui, vous pouvez aussi, mais et c'est réservé, bien sûr, aux étudiants, on est d'accord. Absolument, mais si vous voulez venir vous-même, Lise, vous êtes la bienvenue. Non, c'est gentil, toujours, merci. J'ai plus l'âge. Mais si, vous avez l'âge, Non, bien sûr. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, le Shabbat suivant, ce sera le Shabbat autour du 8 mars. Et donc, là, on connaît la date. 8 mars, la journée des droits des femmes. Chez nous, c'est quelque chose d'important en ce moment, étant donné, surtout par rapport au massacre du 7 octobre et de la façon dont les femmes ont été, et d'ailleurs certainement continuent à l'être, agressées à Gaza et en Israël. Absolument. C'est sur les deux sujets finalement. Donc, on a vu cette année, le 8 mars tombe un vendredi. Donc, nous avons eu cette idée de faire un moment, un Shabbat. Shabbat, voilà, c'est aussi ce moment où on discute, où on débat, où on peut avoir des discussions et des réflexions intéressantes. Et ben, il me semblait que c'était important de le faire aussi sur cette question-là des droits des femmes et des risques qu'il y a pour les droits des femmes dans le monde. Évidemment, on fait aussi, et vous l'avez dit, ce Shabbat dans un contexte particulier qui est celui finalement de l'effacement de ces massacres commis sur les femmes israéliennes. Et donc nous allons aussi inviter des mouvements féministes à parler spécifiquement de ce sujet-là, mais aussi nous allons nous retrouver pour parler des risques sur les droits des femmes en général, alors qu'on voit que certains voudraient remettre en cause le droit à l'IVG, qu'il y a l'islamisme qui monte dans beaucoup de pays avec des risques terribles pour les femmes. Oui. Vous savez, on est très proche des mouvements iraniens et ils seront évidemment avec nous. Nous aurons également des femmes afghanes qui sont également menacées par l'islamisme, des femmes africaines victimes d'excision, et évidemment des femmes israéliennes qui malheureusement sont aujourd'hui dans ce grand collectif de femmes victimes d'atteintes, j'ai envie de dire globales et de haut niveau à leurs droits, puisqu'il y a eu ces viols de masse et à leur corps, contre les femmes israéliennes. Donc voilà, grand moment cette fois-ci de débat, de discussion. Il n'y aura pas que des juifs, il y aura aussi nos partenaires avec qui, encore une fois, nous allons débattre, nous allons discuter de cette question des femmes et défendre cette vision des valeurs juives qui sont aussi des valeurs de défense de chacun et donc des femmes, évidemment. Merci Samuel Lejoyeux. Je rappelle que vous êtes président de l'UEJF et même heure, même studio la semaine prochaine. Merci. Merci Lise. Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour. À la une de l'actualité en Israël, ce 144e jour de guerre contre le Hamas et le Front Nord qui s'embrase à nouveau ce matin.
Des dizaines de roquettes tirées tout à l'heure en Haute-Galilée. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées dans les communautés israéliennes frontalières avec le Liban. Le Hezbollah qui a aussi revendiqué hier les